ranking par position J-10 désormais avant la grande échéance qui se déroulera du côté de Las Vegas dans le Nevada, et on va s'intéresser au cours de cette émission notamment aux positions défensives des live Twitch, donc découpées en deux parties. On s'intéressera aux 5 positions défensives aujourd'hui et aux special teams, donc pour analyser pas forcément nos 20 joueurs préférés, mais en tout cas les 20 joueurs qui sont pressentis, projetés pour être sélectionnés les plus hauts à l'heure actuelle. Et puis demain, on s'intéressera aux positions donc purement offensives avec les 6 autres positions: quarterback, running back, receiver, tight end, tackle et lineman intérieur offensif. J'en profite pour saluer monsieur Camille Saraben qui est avec moi pour animer cette émission. Heureusement, vous ne savez pas à quel point il est important, il est vital, Camille Saraben. Salut Camille. Donc un plaisir d'être avec toi. Je en profite également pour saluer tous ceux qui sont d'ores et déjà sur le chat. Je vois qu'on est déjà 90, ce qui est très très bien. Salut à tous et merci beaucoup d'être en ma compagnie. Ça va être une émission un peu particulière parce que forcément il va falloir que je brode un temps soit peu. On va pas faire une émission trop longue non plus puisqu'il va falloir qu'il me reste de la salive à un moment donné. Mais en tout cas voilà, je vais essayer d'interagir au maximum avec vous tout en donnant un petit peu les indications concernant les rankings qui ont été faits au sein de la rédaction. Du coup, bonjour à Jogactu14, Johan, je crois, qui nous a fait beaucoup de pubs sur Twitter. Je l'en remercie de nouveau. Chabaloutre également qui est là. On a Baptiste 01 17 et puis on a également Chiffre 99. Voilà, je vais en oublier certains. Polusque 12, voilà, pas mal de monde encore une fois. Je vais rester très très attentif à vos messages présents sur le chat en espérant que mon ordinateur qui est à côté de moi ne me fasse pas défaut. Donc, je le disais, on va revenir sur ces top 20 par position. C'est un peu un classique chaque année. C'était généralement à l'écrit. Va quand même y avoir un visuel qui va vous être proposé pour analyser un petit peu les différents spots, les différents tours où peuvent tomber les joueurs qui sont susceptibles de vous intéresser et d'intéresser vos franchises. Je le précise donc, c'est un ranking qui a été fait de manière consensuelle. Réalisé notamment par Jean-Michel, Victor et moi, on va dire avec plus ou moins de temps pour les uns et les autres, parce que ça reste un exercice extrêmement chronophage. Je précise également qu'il peut y avoir des joueurs, on va dire, plus ou moins à égalité, c'est-à-dire, par exemple, si on peut avoir 4 ou 5 joueurs draftés au premier tour, l'ordre dans lequel ils seront indiqués n'est pas forcément lié au fait qu'ils seront nécessairement draftés avant. Voilà, j'aurais dû éventuellement potasser un peu sur l'ordre alphabétique. Là, le temps m'a un petit peu manqué. Mais voilà, je reviendrai un petit peu dans le détail quand on verra les classements. Mais voilà, prenez pas pour acquis le fait que si on a 5 joueurs au premier tour, c'est forcément celui qui sera cité en 1 qui sera drafté le premier, etc., etc. C'est pas cette logique-là. C'est vraiment juste pour donner un ordre d'idée, surtout l'endroit approximatif où peut être drafté le joueur en question en fonction de ses qualités et de ses défaut. Le décor étant planté, on va commencer par une position vitale en NFL, très très importante, c'est les special teamers, on va dire, les botteurs et les long snappers. Voilà, j'ai pas poussé le vide jusqu'à mettre les retourneurs non plus, parce que de toute façon, on va en trouver quelques-uns dans les différentes positions, notamment sur les postes de receiver et de defensive back. On va s'intéresser donc, on va aller assez rapidement, parce que vous allez vous rendre compte assez vite qu'il va pas y en avoir tant que ça a priori sur le papier. Il y en a très rarement de drafter dans les 7 premiers tours, dans les 7 tours tout court de la draft. Et donc, Camille, si tu veux dérouler un petit peu, on va dérouler 5 par 5 au niveau de ce classement. Ça tombe bien parce qu'à priori, on va à peu près avoir un échantillon de ce qu'on est susceptible de retrouver lors de cette draft. Donc, la star, très clairement, de cette position, c'est Matt Araiza, le punter de San Diego State, la vedette, très clairement, celui qui… c'est presque un petit… Il arrive avec une cote un peu similaire à celle que pouvait avoir Wade du côté de Washington ou Dixon, par exemple, du côté de Seattle. Je sais que c'est un joueur que tu apprécies beaucoup, Camille. Donc, en l'occurrence, voilà, ce genre de punter un peu superstar, market king également, vraiment ce type de joueur extrêmement charismatique, capable de faire des différences vraiment en termes de placement du ballon. Et on l'a même vu à des occasions tenter des plaquages. Enfin voilà, c'est vraiment pas un joueur, c'est un vrai punter dur à cuire qui peut en plus dépanner sur des positions de kicker. Donc il peut avoir cette cote. Globalement, la projection qui en ressort, c'est un 4e ou un 5e tour. Parce qu'on va pas se mentir, voilà, les punters, c'est pas forcément. On a vu à certaines époques, on en a vu drafter au 2e tour. Là, ça paraît quand même un peu hypothétique. Grand maximum
une équipe peut se tenter sur un troisième tour, peut-être compensatoire. Mais voilà, j'aurais peut-être tendance à voir plutôt Areza aux alentours du quatrième tour. En tout cas, c'est plutôt une draft de punter, hein, puisque là, en l'occurrence, on a Jordan Stout de Penn State, Jake Camarda également de Georgia. C'est vraiment essentiellement des punters qui vont sans doute avoir la cote au cours de cette draft. Et puis, on a Cade York également, qui a été un kicker assez régulier du côté des LSU et qui peut être amené à être le premier botteur, le premier tireur de field goal sélectionné aux alentours du cinquième, plutôt même sixième tour, je pense, au cours de cette QV. Cameron Dicker également, qui lui, pour le coup, est un peu en ballottage entre un statut de septième tour et un statut de punter. Tu peux dérouler peut-être le reste, Camille, entre la sixième et la dixième position, parce que là aussi, on va flirter entre les joueurs qui sont entre la septième et l'undrafted. Kaladomitis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un long snapper des Pittsburgh Panthers. Donc voilà, là encore, on sait que long snapper, c'est pas forcément la position la plus glamour, surtout pour nous de l'extérieur, mais voilà, il y en a toujours un par saison et il y a fort à parier que Kadomitis sera sélectionné, lui qui est la principale valeur sûre dans ce domaine. Quelques kickers par la suite, on a Gabe Burkitch d'Oklahoma et Nick Shiba de Wake Forest, qu'on avait pu notamment voir à l'occasion du Senior Bowl, mais qui n'ont pas forcément une régularité similaire à Cade York. Et puis un petit peu plus bas, donc on a deux punters avec Blake Hayes d'Illinois et Keegan Markgraf de Utah, la fabrique habituellement de punters Utah. On a notamment Wichnowski, je crois, qui a été drafté il y a quelques saisons par San Francisco. Et puis on a pas mal de joueurs australiens qui se sont distingués du côté de Utah au cours de ces dernières années. Je te laisse dérouler également, Camille, le reste du classement à 1-15. On va rentrer vraiment dans des joueurs typiquement undrafted. Alors j'aurais dû mettre mes lunettes parce que là du coup c'est très clair, mais en l'occurrence voilà, on a du Parker White donc de South Carolina, donc ça c'est du kicker. Ryan Stonehouse de Colorado State, c'est du punter. On a Andrew Mavis d'Iowa State qui est du kicker. Jordan Silver de mémoire, ça va être un long snapper d'Arkansas, et puis Luke Samperi de Bryan qui doit être un punter également. Donc voilà, tous ces joueurs là a priori ce seront des joueurs qui pourront être signés au cours des camps d'entraînement, mais qui n'ont pas démontré non plus des caractéristiques. Merci beaucoup, Camille, pour le changement de couleur. Qui n'ont pas non plus démontré des énormes aptitudes, une régularité dingue au rang universitaire. On termine avec les rangs 16 à 20, avec là encore pas forcément des joueurs très très courtisés. Puisqu'on a en l'occurrence Trenton Gill d'NC State, Jonathan Garibay de Texas Tech également. Trenton Gill, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça va être un punter. Garibay, ça va être un kicker. Que je me rapproche un petit peu, on a John Agerty qui, il me semble, est un punter de Western Kentucky. Et puis voilà, Billy Taylor qui doit être un long snapper de Rutgers, avec pour terminer Jonathan Dorer qui est un kicker de Notre-Dame. Donc voilà, tous ces joueurs-là qui ont quand même assez peu de chance sur le papier de prétendre à une sélection au cours de la prochaine draft. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les special teamers. Encore une fois, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Areza devrait être la superstar et qu'après, on aura sans doute un kicker avec a priori Cade York et sans doute un long snapper et un punter supplémentaire vu la classe qui se présente au cours de cette QV 2022. J'en profite pour lire un petit peu vos réactions. Bon, il n'y en aura pas beaucoup sur les special teamers, je ne me leurre pas. Paulus Kedous qui nous dit « Je ne comprendrai jamais le peu de talent à ces postes-là quand tu vois les mecs dans les autres sports. » Enfin, c'est peut-être mon côté européen qui parle. Oui, enfin bon, après voilà. C'est vrai qu'en plus, manque de bol et surtout pour les kickers, on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs qui commettent pas mal de loupés, notamment sur des field goals ou sur des extra points. Et je pense que très clairement, ça n'aide pas à se dire qu'investir un cinquième ou un sixième tour à minima sur un prospect universitaire, c'est voué à être couronné de succès par la suite. Donc voilà, très clairement, on commence à se dire, autant les quarterbacks, c'est assez contenu. On a généralement une vingtaine, 20, 25 talents bruts pour être vraiment titulaire. Là, sur le poste de kicker, encore une fois, pour reprendre cet exemple-là, il y en a peut-être 3, 4 vraiment sûrs au sein de la ligue aujourd'hui et le reste, ça paraît quand même assez interchangeable. On peut rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il vous intéressera beaucoup plus. On va s'intéresser dès à présent aux positions de linebacker. Camille, si tu le veux bien, avec du coup premier, 5e choix, pas mal de noms dont vous avez déjà
entendu parler, dont notamment celui qui est attendu au premier tour, Devin Lloyd de Utah, homme à tout faire, ancien safety donc des Utes, désormais placé au centre de la défense et pour cause puisqu'il arrive à faire énormément de choses, un gabarit qui lui permet de couvrir, une vitesse qui lui permet de blitzer et de poursuivre, une capacité de plaquage indéniable. Ça rentre dans ces catégories de linebackers qui ont vraiment la cote ces dernières années, notamment les deux néo-joueurs des Arizona Cardinals, Isaiah Simmons et Zavian Collins, pardon, dont le profil, les mensurations en ont fait des linebackers vraiment absolument courtisés, et ça fera pas de doute que Devin Lloyd sera concerné par cette situation. Nakobe Dean, cas extrêmement particulier. Alors je le précise, que ce soit Victor, Jean-Michel et moi, on l'a mis en premier tour. J'ai pris la liberté de rajouter premier, deuxième tour parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le fait que son profil relativement petit puisse le desservir par rapport à d'autres. Mais entendons-nous bien, et je préfère le préciser par rapport à ce qui est écrit, Nakobe Dean, pour moi, c'est très largement un statut de premier tour et je serais extrêmement étonné qu'il ne soit drafté que le vendredi. Donc voilà, je vois notamment Segrio qui nous dit Nakobe, c'est premier tour. Je suis d'accord à 100%. Rassure-toi, mais encore une fois, le but du jeu, c'est de mettre en avant les projections et ce qui peut éventuellement arriver le jour de la draft. Donc, ça reste malgré tout un scénario envisageable. Pour le reste, on va trouver beaucoup de joueurs aux projections 2 et 3. C'était notamment le cas de Quay Walker, l'autre joueur de Georgia, extrêmement efficace, notamment en termes de plaquage, profil très, très athlétique qui pose plus de questions sur la couverture. C'est également le cas de Léo Chenal, joueur de Wisconsin, qui a eu un peu un rôle d'homme à tout faire, qui peut être une petite pile électrique au niveau de cette escouade de linebacker, mais qui en termes de couverture pose un peu plus de questions. Et très clairement, sur le poste de linebacker, ces dernières années, c'est une nécessité, le besoin de couvrir efficacement. Donc pour Walker et Chenal, c'est des points d'interrogation, mais pas forcément des zones d'ombre qui occultent le reste de leur capacité, le reste de leur qualité, à l'heure actuelle. C'est totalement l'inverse pour Troy Andersen, donc joueur de Montana State, donc joueur de deuxième division universitaire, ancien quarterback, ancien running back, donc un profil extrêmement athlétique de base, extrêmement vif de base, qui a vraiment démontré une capacité à être un vrai caméléon sur le poste de linebacker, plus de difficultés sur l'aspect physique, forcément vu son gabarit et vu les postes qu'il a occupés précédemment. Encore une fois, c'est un joueur qui apprend la position, il y en a encore beaucoup à l'heure actuelle. Troy Andersen rentre dans ce cas de figure et c'est aussi ce qui en fait aujourd'hui un statut de deuxième voire troisième tour de draft. Alors du coup, Paulus Kedous qui me dit est-ce qu'il peut blitzer Léo Chenal. Alors moi, de mémoire, si on fait bien référence à Léo Chenal, moi dans mon esprit, sur le blitz, il n'est pas forcément déconnant. C'est pas la principale chose qu'on lui demandait du côté de Wisconsin, très clairement, mais on a vu qu'il était parfaitement capable de le faire. Il y a beaucoup de défenseurs d'ailleurs du côté de Wisconsin qui sont un peu desservi, on va dire, par ce système défensif dans l'optique de la NFL. Je pense à un joueur comme Matt Henningsen, dont on ne parlera pas forcément sur la ligne défensive, mais qui, a quand même un profil physique extrêmement atypique, une capacité à pass rusher extrêmement intéressante, mais dont c'était pas forcément le rôle en universitaire. Donc Léo Chenal, on sait qu'il a le moteur, la capacité éventuellement, la débauche d'énergie pour pouvoir éventuellement blitzer, mais c'est pas là principalement où il s'est distingué, même s'il y a cette capacité. C'est pas forcément le plus notable dans cet exercice. On passe aux positions 6 à 10, Camille, pour enchaîner notamment avec d'autres potentiels joueurs sélectionnés au deuxième ou troisième tour. On a Chad Muma de Wyoming, joueur à surveiller de très très près. Alors, il oscille un petit peu. C'est vrai que certains considèrent que c'est peut-être le troisième linebacker du plateau. D'autres considèrent que c'est peut-être un peu moins flamboyant, ne serait-ce que d'un point de vue adversité pour les Wyoming Cowboys ces derniers mois. En tout cas, globalement, Chad Muma, il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire, notamment cette fameuse capacité à couvrir, il est capable de le réussir. On a vu qu'avec on reprend toujours cet exemple-là, mais le côté copycat, Logan Wilson, sorti de Wyoming juste avant lui, dont on pensait qu'il était vraiment un run stopper pur, un joueur un peu brut. Et on se rend compte que très clairement, il est capable de faire bien d'autres choses. Donc, très franchement, je pense que Chad Muma, c'est encore plus
intéressant que Logan Wilson sur le papier. Donc, ça peut éventuellement être amené à aller plus vers le deuxième que vers le troisième. Mais là encore, c'est une question de préférence. Et je le répète, mais il y a peu de choses que Muma ne sait pas faire. Et en l'occurrence, on a vu qu'il était capable de créer des interceptions et même des pick six en 2021. Donc, ça va être un joueur à surveiller de très près. À l'inverse, Christian Harris d'Alabama, gros point d'interrogation dans le sens où c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, des qualités athlétiques, mais qui a peut-être un petit peu de mal à se situer, on dira, dans le jeu, à vraiment comment expliquer ça, avoir un côté d'anticipation du jeu, vraiment ne pas avoir ce temps de retard là pour l'instant du côté de Christian Harris. Il y a vraiment des acquis intéressants, mais qui sont pas pleinement exploités malgré la défense dans laquelle il a réussi à performer. Donc Christian Harris, petit point d'interrogation à ce niveau-là. Maintenant, on a vu lors du processus draft, tout à fait, que c'était un joueur quand même qui avait un certain potentiel. Il a un petit peu flirté avec la fin du premier tour à un moment donné, mais on se rend compte qu'il y a peut-être des limitations un petit peu criantes encore à l'heure actuelle. Channing Tindall, numéro 8, donc linebacker de Georgia, backup donc de Nakobe Dean et de Quay Walker du côté des Bulldogs, notamment parce que là aussi on est sur un prototype de joueur dont on ignore l'aptitude à être un vrai playmaker. C'est-à-dire qu'il a été utilisé sur pas mal de compartiments de jeu sur le deuxième rideau défensif de Georgia, principalement sur un poste de plaqueur. Donc, il y a des acquis très clairement là-dessus. Il y a une certaine réactivité de sa part. Maintenant, voilà, est-ce qu'il est vraiment en capacité d'être un vrai playmaker et d'être on va dire plus qu'un Monty Rice, encore une fois, je prends souvent cet exemple-là, mais plus qu'un joueur un peu besogneux, mais qui aura peut-être du mal à devenir vraiment un vrai leader sur le deuxième rideau défensif, c'est pas encore tout à fait évident. Et puis deux derniers profils que sont Damon Clark et Brian Asamoah, donc l'un d'LSU et l'autre d'Oklahoma. Je vais commencer par Asamoah, qu'un côté où on s'interroge notamment sur son aptitude à couvrir. Je vais revenir souvent là-dessus sur les linebackers, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste quelque chose de presque nécessaire aujourd'hui. Et Asamoah, il a un sens du run-stop, il a une capacité à être extrêmement rapide, extrêmement vif, mais c'est vrai qu'il y a encore une indiscipline visuelle, on dira, sur sa capacité à vraiment tenir compte de tout ce qui se passe devant lui. Et ça peut être un petit peu à double tranchant, surtout encore une fois quand il faut être amené à pouvoir couvrir sur le poste de linebacker moderne. Damon Clark, pour le coup, lui, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Alors voilà, Baptiste en parle sur le chat. A raison, Damon Clark sur le papier, c'est troisième, quatrième tour. Il y a forcément ces problèmes de blessures, ces problèmes physiques qui vont être à prendre en compte. C'est un joueur, alors je ne vais pas dire de bêtises sur sa blessure, mais je crois que c'est une blessure qui concerne le dos et qui va nécessiter une intervention médicale, enfin comment on appelle ça, une chirurgie. Enfin, j'ai plus le terme. Si vous pouvez m'aider sur le chat, je veux bien. Je parle beaucoup, mais du coup, des fois, j'en perds un petit peu mon latin. Mais voilà, une opération. Voilà, c'est ça. J'arrive à retrouver mes mots. Donc, possiblement, saison rookie à oublier pour Damon Clark. Donc, sur le papier, il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est un joueur qui, là aussi, sait faire énormément de choses. Joueur très généreux sur la poursuite, sur le blitz, même sur la couverture. Il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire, mais forcément, cette inconnu médical, et il y a quelques joueurs concernés par ça, dont Damon Clark. Ça va être quelque chose à surveiller de très très près. Donc ça peut être un troisième, quatrième tour si une équipe veut miser sur lui à l'avenir, comme ça peut être un sixième, septième tour, voire un drafted. Si vraiment, là pour le coup, on n'a pas de données on n'a pas une idée sur les données médicales extrêmement précises. Donc voilà, là c'est plus sur du doigt mouillé et voilà. Pour l'instant, on est plus parti sur du troisième, quatrième tour concernant le joueur des Tigers. J'en profite pour saluer El Julio. Ce n'est pas grave. Si tu es en retard, je rappelle qu'il y aura un replay disponible sur YouTube. Ce sera également le cas du live consacré donc aux attaquants demain. Donc salut à toi, Julio. On peut enchaîner, Camille, avec les spots 11 à 15 désormais, avec des profils un peu plus intrigants, on va dire, en tout cas qui soulèvent quelques questions. Brandon Smith, on en a beaucoup parlé d'ores et déjà. C'était un des joueurs, c'était déjà un des gros points d'interrogation au cours de la belle saison de Penn State. Linebacker extrêmement longiligne, qui a presque plus un profil d'edge rusher que de linebacker vraiment pur. Le gros problème avec Brandon Smith, c'est sa capacité à être un playmaker, en tout cas à être, on va dire, en adéquation
avec ce qu'il présente en termes d'attributs physiques. Voilà, là, on est vraiment sur la logique de l'athlète. Et il y a eu une certaine production, encore une fois, dans une défense de Penn State qui a été omniprésente en 2020 et en 2021 surtout. Mais malheureusement, on en attend beaucoup, beaucoup plus de la part de Brandon Smith. On a l'impression qu'il y a une certaine discipline qui a l'air de lui manquer et que c'est peut-être quelque chose qui va nécessiter pas mal de coaching, d'où le besoin, enfin, en tout cas peut-être d'où la réticence de certaines franchises à se dire qu'il vaut peut-être mieux freiner des cas de fer et attendre un petit peu aux alentours justement du 3e, 4e tour. 3e si on estime que le projet est à moyen terme, 4e si on estime qu'il faut peut-être un petit peu plus de temps pour pouvoir le coacher efficacement. Darian Beavers, donc de Cincinnati, numéro 12. Je sais que c'est un joueur qu'aime beaucoup, notamment Jean-Michel et Victor, si je ne dis pas de bêtises. Joueur très efficace, notamment sur le blitz, qui a peut-être encore un petit peu de déchets, notamment en termes d'aptitude au plaquage. Mais voilà, c'est un joueur, encore une fois, extrêmement généreux et surtout assez polyvalent, qui peut vraiment être capable de contribuer à beaucoup de postes et surtout sur pas mal de tentatives, mine de rien, parce que sa capacité à rusher le quarterback peut être éventuellement intéressante sur 3 tentatives. Terrell Bernard de Baylor, c'est pas forcément sa faculté première, le pass rush, loin de là. Ce sera, on va le dire très clairement, a priori un run stopper pur, mais on a affaire à un vrai leader défensif et un vrai joueur de caractère capable d'apporter le surnombre. Ça a été vraiment l'âme de Baylor, notamment ces dernières années avec Jalen Pitre, dont on va sûrement parler tout à l'heure au niveau du poste de defensive back. Et voilà, même s'il n'y a pas tous les attributs qui peuvent éventuellement faire fantasmer les scouts, ça peut rester un joueur extrêmement suivi de par le côté vraiment production pure et dure qu'il peut apporter à sa future franchise NFL. Donc c'est pour ça, aux alentours du 3e, 4e tour, là encore, 3, 4e tour, on oscille vraiment entre le joueur sur lequel on pense avoir confiance et le joueur sur lequel on estime qu'il y a un peu un pari qui va être tenté. Donc c'est un peu le côté borderline entre la sélection du vendredi et du samedi. On termine avec 2 joueurs, DeMarco Jackson d'Appalachian State. Je parlais de production tout à l'heure, lui aussi en termes d'abattage du côté d'Appalachian State, ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant. Peut-être un certain déficit athlétique peut-être le concernant. C'est pas forcément le joueur qui fera le fantasmer le plus d'observateurs en NFL et c'est un peu ce qui risque de le discréditer vis-à-vis d'une classe de linebacker assez dense et capable de faire beaucoup de choses comme on l'a dit tout à l'heure. Jojo Domann, c'est un profil extrêmement atypique, le joueur de Nebraska, listé linebacker, mais qui a presque joué absolument partout dans la défense des Cornhuskers. Je crois même qu'il a été au début edge rusher, qui s'est retrouvé linebacker, safety, peut dépanner en cornerback. Enfin voilà, c'est un joueur qui peut faire énormément de choses. Et là, pour le coup, si on reprend les aptitudes requises, on dira, pour être un bon linebacker en NFL, là, ça peut être typiquement le linebacker qui va être un expert notamment sur la couverture, donc qui va pouvoir notamment s'inviter sur des 3e tentatives à l'échelon supérieur. Donc Jojo Domann, ça reste vraiment un joueur à suivre de très très près. Joe Gactou qui nous dit, Victor dit que les joueurs de Baylor sont toujours sous-cotés. En l'occurrence, peut-être que pour Bernard, c'est vrai, mais voilà, c'est sûr que bon, un 3e, 4e tour, ce serait pas forcément galvaudé, je pense. Il a le talent pour même un 4e. Après, en dessous, c'est vrai que on peut juger que vu ce qu'il a apporté du côté de Baylor ces dernières saisons, ce serait quelque chose quand même d'assez dommageable. Enfin, en tout cas, d'assez dommage vu le rôle qu'il a eu chez les Bears ces derniers mois. Mais voilà, Jalen Pitre, bon, pour l'instant, on n'en est pas trop au point d'être sous-coté, mais j'entends ce que tu dis, mon cher Johan. Johan ou Johan, d'ailleurs, je ne sais pas, je m'en excuse d'ailleurs. Écoute, Baptiste nous pose la question, pas de Elise Brooks. Et on va venir justement à cette fin de top 20, Camille, avec les positions 16 à 20, et on va notamment parler d'Aaron Hansford, donc numéro 16 de Texas A&M. Elise Brooks de Penn State est classé numéro 17. On a également Malcolm Rodriguez d'Oklahoma State, numéro 18. Et puis on retrouve Jackson Bourne de Wisconsin, numéro 19. Et Zacoby McClain d'Auburn en numéro 20. Il y a beaucoup de joueurs qui, on va dire, sont un peu nouveaux sur la position, avec des grosses guillemets, mais en tout cas qui par rapport à d'autres ont peut-être moins d'expérience de la position. Je pense à Aaron Hansford, qui était un receveur de formation du côté de Texas A&M et qui a réussi à bien dépanner justement de par ses capacités de vitesse notamment et de plaquage sur le poste de linebacker. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est un vrai projet, un joueur principalement
à utiliser en special teamer dans un premier temps. Beaucoup de ces joueurs-là, je pense qu'on peut être amené à les retrouver assez vite sur les équipes spéciales dès leur première année. Ça peut être le cas également de Jacoby McLean, dont on avait parlé en début de saison, le joueur un petit peu à tout faire d'Auburn, mais à qui manque peut-être des attributs physiques extrêmement notables. Malcolm Rodriguez, également ancien safety, extrêmement généreux, qui peut du coup apporter sur la couverture, malgré son gabarit un petit peu, qui a tendance à le desservir. Il est à 5'11", donc je vais pas me tromper sur les chiffres, mais ça doit faire un tout petit peu moins d'1m80. Mais voilà, c'est des joueurs qui payent on va dire, cet apprentissage un peu tardif de la position. Ellis Brooks, on en avait déjà parlé, mais voilà, là aussi, il y a vraiment un aspect purement athlétique dans le côté, on va dire, fluidité de mouvement, capacité à être vraiment extrêmement performant dans tous les compartiments du jeu. Ellis Brooks, pour savoir ce qu'on veut en faire, et très clairement, ça va être un joueur excellent sur le run-stop, un vrai défenseur, un vrai leader défensif comme il l'a été du côté de Penn State. Ça a été vraiment une des clés défensives de Penn State la saison dernière avec Jaquan Brisker, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Mais voilà, c'est là encore, peut-être les attributs athlétiques qui vont jouer en sa défaveur, de même que pour Jackson Bourne du côté de Wisconsin, beaucoup moins doué dans ce domaine-là que Léo Chenal, et qui devrait en l'occurrence en pâtir quelque peu avec un statut de 5e, 6e tour, selon nos projections du top 20. On a fait le tour en tout cas sur le poste de linebacker. Alors on nous demande gentiment, Camille, si à tout hasard tu as une autre couleur que jaune pour le 16-20. Alors c'est compliqué de trouver d'autres couleurs un peu vives. Mais voilà, si on peut éventuellement trouver des couleurs un peu plus foncées. Sinon, de toute façon, vous inquiétez pas, je le retranscris à l'oral pour que vous sachiez concrètement qui est affiché à l'écran. On a fait le point donc sur les linebackers. On va avancer tout doucement vers les positions entre guillemets les plus glamour de cette classe et on va s'intéresser notamment aux safety. Ça tombe bien, on parlait de linebackers qui étaient eux-mêmes des anciens joueurs du backfield défensif, la position de safety. On va commencer à dérouler le top 5 supposé sur le papier. Et là, il n'y a pas trop de surprises avec, en l'occurrence, Kyle Hamilton, projeté numéro 1, joueur qui a un volume de jeu absolument dingue, qui a eu en tout cas un volume de jeu absolument dingue du côté de Notre-Dame, titulaire. Riche. Alors certes, une petite blessure qui a écourté sa saison 2021, c'est pas le seul, mais en tout cas, voilà, il y a cette capacité à être extrêmement dangereux pour renforcer la boîte. Eh bien, Camille est toujours là, mais j'essaye de récupérer Greg le plus vite possible. En espérant que Greg n'est pas dans un tunnel et qu'il a compris qu'il était déconnecté. Le problème, c'est que je peux pas meubler parce que c'est pas moi qui vais pouvoir commenter tous ces noms. C'est bon, j'ai eu un message
de Greg, donc comment il a Internet. Ah non, mais je vais pas présenter. Hein, là, je ne connais pas à peu près 99% des noms. Et la seule question qu'on me pose, Polusk12 qui me demande alors l'intersaison de Seattle, tu en penses quoi? C'est pas non plus une question que j'ai envie de répondre, donc on va essayer de passer à autre chose. Vincent Aja qui demande il est fan de qui le technicien? Bien, il est fan de Seattle. Enfin voilà. Autant dire que oui, cette saison, c'est un peu compliqué à Seattle. C'est un peu compliqué de rester fan, ou en tout cas un peu branché sur la draft et sur tout ça. Alors, Greg est peut-être pas très loin. Allô Greg? Allô, ici Paris, à vous, Cognac G. Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que c'est bon. On t'entend. Ah bah écoute, formidable. Donc je m'excuse, parce que alors, j'avoue que malheureusement la connexion n'est pas restée forte au cours de cette soirée de live. Alors ce qui est beau, c'est que j'ai les deux ordinateurs qui sont connectés, mais j'ai le Wi-Fi qui a lâché sur un seul des deux ordis. Donc voilà, j'espère que ça ne se reproduira plus. Et voilà, visiblement, Cal Hamilton ne voulait pas qu'on parle de lui. Donc voilà, j'ai vu qu'on avait quand même posé des questions sur toi, mon petit Camille. Apparemment, on te demande comment t'entretiens ta barbe. Il y a d'autres questions prioritaires par rapport à la draft au cours de cette soirée. Ça m'a permis de retrouver un petit peu de salive, en l'occurrence. Donc, je termine un petit peu sur Kyle Hamilton, mais vous l'aurez compris, hein, vraiment profil d'homme à tout faire qui peut notamment contribuer sur la couverture, un strong safety de base, on va dire, de formation, mais qui est capable de couvrir d'avoir un large volume de jeu. Donc, c'est vraiment pas le joueur sur lequel il faudra s'interroger. Et là, on parle d'un premier tour, mais voilà, ça ressemble à un top 15, voire top 10. Ce serait étonnant qu'il descende au-delà du top 10. En l'occurrence, on enchaîne sur les autres avec notamment Daxton Hill, donc de Michigan. On a également Jaquan Brisker, donc de Penn State, donc c'est premier et deuxième tour. Tu peux dérouler le reste, hein, si on ne t'embête pas, je vais me débrouiller avec le reste du classement. Mais Daxton Hill, Jaquan Brisker, donc deux profils totalement différents. Daxton Hill, on en avait déjà parlé comme un vrai couteau suisse, un joueur qui principalement est projeté pour être un free safety à l'échelon supérieur, mais qui a une telle débauche d'énergie qui peut dépanner en tant que nickel, voire en tant que cornerback à l'échelon supérieur. Et quand on voit les backfields défensifs qui sont de plus en plus fournis en NFL, Daxton Hill sera forcément un joueur assez courtisé, peut-être pas forcément la production dont on aurait rêvé vu les qualités qu'il présente sur le papier. Mais voilà, cette polyvalence, je l'avais comparé sur les fiches draft à Jimmy Ward. C'est peut-être pas le joueur le plus aguerri, encore une fois, mais c'est un joueur qui peut avoir un volume et une capacité à dépanner sur beaucoup de postes non négligeables. Jaquan Brisker, strong safety de formation, qui est capable d'être un gros cogneur, mais également de sentir le jeu, de l'anticiper. Très clairement, j'en parlais tout à l'heure avec Ellis Brooks, ça a été un vrai leader, que ce soit en l'occurrence vocal ou en termes de production. Hein. Il suffit de voir, par exemple, pour ceux qui ont l'occasion de revoir ce match, le déplacement du côté de Wisconsin, où ça a été vraiment, malgré une blessure en fin de match, une vraie tour de contrôle défensive pour assurer le succès de Penn State du côté chez les Badgers. Je vais y arriver. Donc ouais, Jaquan Brisker, gros leader, grosse capacité à devenir un safety dissuasif à l'échelon supérieur. Et là encore, je le disais, un strong safety sur le papier, mais qui peut éventuellement avoir d'autres assignations si le besoin s'en fait ressentir. Peut-être pas autant que pour jouer contre la course. Mais en tout cas, ça peut être un joueur extrêmement intéressant à ce niveau-là. Jalen Pitre, on en parlait du côté de Baylor. Donc, premier, deuxième tour en termes de projection pour le joueur des Bears. Là aussi, c'est comme Daxton Hill, un profil extrêmement
polyvalent, qui a beaucoup dépanné dans un premier temps sur le poste de nickelback, mais qui peut là aussi se retrouver en fonction des situations linebacker, safety, cornerback. Donc voilà, ce sera principalement a priori sur le papier un free safety de par son profil athlétique et on va dire le coffre qu'il est capable d'apporter. Mais très franchement, Jalen Petrie, il y a un gros volume de jeu et un profil intéressant à exploiter à l'échelon supérieur. On enchaîne avec Lewis Sin, strong safety de Georgia, deuxième, troisième tour, à égalité avec Nick Cross de Maryland, deux profils totalement différents. Lewis Sin, c'est donc un strong safety, comme je le disais tout à l'heure, qui est capable de monter très très rapidement sur le porteur de balle, qui peut apporter éventuellement sur la couverture, mais ce n'est pas le rôle premier qu'on va lui demander a priori. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment un profil, si je peux reprendre l'image, le type de safety, on va dire, qui renifle l'odeur du sang. Les Wissin, c'est vraiment un joueur qui, encore une fois, monte très rapidement pour pouvoir punir le porteur de balle et assurer le plaquage. Nick Cross, c'est assez particulier dans le sens où, déjà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un petit peu trahi par ses instincts en l'occurrence, mais qui sur la couverture peut être un joueur extrêmement appliqué et assez dissuasif. Je vais le dire clairement, on est globalement sur une classe plutôt de strong safety en termes d'utilisation. Mais voilà, si on doit sortir éventuellement des free safety du chapeau, des joueurs qui sont susceptibles d'intéresser dans un rôle purement de couverture les franchises NFL, Nick Cross peut rentrer dans cette catégorie-là. Il ne sait pas faire que ça, mais je pense que majoritairement, ce sera un free safety à l'échelon supérieur. C'est également le cas de Verron McKinley, 9e donc, de ce top 20, attendu aux alentours du 3e et 4e tour, avec notamment Brian Cook de Cincinnati et Kirby Joseph d'Illinois, de profil pure strong safety sur le papier, de joueurs arrivés sur le tard, hein, que ce soit Cook ou Joseph au niveau de leur poste de titulaire dans leur programme respectif. McKinley, free safety avec une bonne production. Là encore, peut-être une gestion des angles un petit peu suspecte sur le run support. Peut-être une inconstance sur certaines périodes, mais très franchement, c'est un joueur qui peut être assez productif et qui peut être un playmaker à l'échelon supérieur. Donc voilà, ça reste pas forcément déconnant un statut de troisième et quatrième tour pour le joueur des Ducks. On termine avec le top 10, hein, il y en aura d'autres sur les positions 4e, 5e tour. On a également Leon O'Neal de Texas A&M, joueur très généreux qui peut beaucoup apporter sur qui peut beaucoup apporter sur la couverture de passe. Voilà. Des difficultés quand même sur le plaquage. Ça a été un point assez notable durant sa carrière universitaire. C'est peut-être un des moins doués, pour rester poli, de ce top 20 des safety au niveau de l'aptitude à finir réellement les actions. Mais sinon, ça reste un joueur extrêmement polyvalent. Lui, sur l'équipe spéciale, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment s'éclater dans un premier temps en attendant de gagner un petit peu plus de temps de jeu dans les mois à venir. Alors, Baptiste nous demande où est Smoke Monday. Alors, je vais en décevoir beaucoup, mais c'est sans doute lié, et ça, on en parlait lors des précédentes émissions, à son statut un petit peu hybride de linebacker safety et à son statut exclusivement de cogneur. C'est que là, en l'occurrence, en termes d'attributs physiques et de QI foot, malheureusement, Smoke Monday, il a un petit peu pâti au cours de ce processus draft par rapport à d'autres. Et je vais le dire très franchement, il n'est pas dans notre top 20, notre ami Fumé. Donc, on va pouvoir parler des positions 11 à 20, Camille, si tu me le permets. Avec notamment, là je parlais de gros cogneurs tout à l'heure, pas mal de strong safety notamment. Booba Bolden, numéro 15 du côté de Miami en position 5 à 6. Alors je vais faire ça dans l'ordre, hein. On a JT Woods donc de Baylor, Tyson Anderson de Toledo et Marquise Bell de Florida A&M en position 4 et 5. Là on est un peu plus quand même sur de la couverture, même si c'est des profils athlétiques un petit peu plus négligeable entre guillemets par rapport au reste du panier qu'on a abordé tout à l'heure. Youssouf Corker, 5e, 6e tour. Booba Bolden, également 5-6. C'est des profils plus de strong safety. Vraiment là aussi des joueurs qui vont pouvoir apporter sur équipe spéciale. Et pour Booba Bolden, potentiellement qui vont peut-être pouvoir faire des différences en cognant fort, mais on sait que c'est un joueur qui traîne aussi des problèmes de blessure. Qui aurait peut-être été attendu dans le top 10 l'année dernière, mais qui reste sur une dernière campagne extrêmement compliquée du côté de Miami.
Et puis voilà, après, c'est des profils un petit peu plus besognants, encore une fois, pour finir avec ce top 20. Percy Butler, donc de Louisiana, Sterling Weatherford de Miami, Ohio, Brad Hawkins de Michigan. Tout ça, c'est plus attendu aux alentours du 5e, 6e tour. Et puis, on a également Dane Belton d'Iowa ou encore Colby Harvell-Peel, 6, 7e tour. Ça se jouait de peu d'ailleurs avec son coéquipier Trey Sterling, l'autre safety d'Oklahoma State. Mais voilà, on est encore une fois sur une défense des Cowboys assez présente. On a parlé de Malcolm Rodriguez tout à l'heure, une équipe qui a réussi à être assez dissuasive, notamment sur la couverture de passe. Donc, Colby Harvell-Peel aura sans doute son mot à dire. Je voyais qui nous avait parlé du 5e tour, je crois que c'était Joe Gactou, qui nous disait, je l'aurais vu plus 5e tour. Encore une fois, c'est des questions de goût et de couleur. Ça reste quand même assez homogène entre, on va dire, les spots 14 à 20, même si je pense que Corker sera quand même bien considéré. Mais voilà, honnêtement, Harvell-Peel, il y a des qualités, là encore, athlétiques, je me répète, hein, mais malheureusement, c'est des choses à prendre en considération, surtout d'un point de vue projection en NFL. Mais il y a quand même des attributs athlétiques qui peuvent éventuellement le desservir par rapport à d'autres au niveau de cette classe de safety. Bon, la connexion pour l'instant tient le coup. On va continuer de croiser les doigts, puisqu'on est arrivé à la moitié donc de ces rankings défensifs de ces top 20. Fly Raiders qui nous dit Youssouf Corker me rappelle un peu Darrick Forrest de l'année passée. Peut-être. Je t'avoue que j'ai pas poussé le vis jusqu'à comparer les deux hommes. En attendant, est-ce que tu en attends des grandes choses, Fly Raiders? C'est ça la chose. Youssouf Corker, encore une fois, c'est grosse débauche d'énergie du côté de Kentucky, un run stopper pur à mon sens. On ne faudra pas lui demander de faire énormément de plus, une aptitude à être efficace, notamment sur le plaquage, à être extrêmement physique. Mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être en termes de fluidité, de vraie qualité athlétique, c'est un joueur qui risque d'être desservi à ce niveau-là. On passe au lineman défensif avec pas mal de choses à dire dans cette classe. Alors, ça va être une classe quand même assez disparate, on va dire, avec peut-être un top 10. On va retrouver des noms assez séduisants. Et on va dire les positions 11 à 20 où ça peut aller à peu près partout. Enfin, c'est vraiment des goûts et des couleurs en fonction déjà du système dans lequel on évolue et du rôle qu'on veut donner à terme aux joueurs dont on va parler. On va commencer avec les positions 1 à 5 avec des joueurs que vous connaissez déjà. C'est le top 5 quasiment sûr et établi. À mon sens, et a priori, selon mes comparses qui ont réalisé ce top 20 par position. Jordan Davis, donc de Georgia, projection premier tour. Alors, Devontae Wyatt est mis premier, deuxième tour. Il y a beaucoup de chances qu'il termine au premier tour, très clairement, de par ce qu'il a démontré, sa capacité notamment à être très explosif dès le snap. Jordan Davis, on ne va pas trop le présenter, hein, sur le papier, un obstacle, on le répète assez souvent, un joueur qui ne joue pas tous les snaps, mais quand on voit les snaps qu'il joue et la capacité qu'il a à être extrêmement dangereux et à créer des différences, ça peut être un game changer, si vous me permettez l'anglicisme, mais ça peut être vraiment un joueur capable de faire des différences à tout moment, notamment sur troisième tentative. Voilà, on prend souvent cet exemple-là, mais quand on voit le grabuge qui arrive à provoquer Vita Vea, on se dit qu'avoir un Jordan Davis, notamment même dans une mini-rotation, c'est pas forcément quelque chose de négligeable. Et vu son combine, il y a quand même peu de chances. Ce serait pas du tout étonnant qu'Wyatt soit drafté avant, mais voilà, il y a quand même une excitation, je pense, plus notable pour les scouts de sélectionner Jordan Davis avant Devontae Wyatt au cours de cette QV. Mais il y a de fortes chances, en tout cas, que les deux hommes soient draftés dès le jeudi. Après, donc, on a un petit trio, Marvin Leal de Texas A&M, Travis Jones de Connecticut et Perion Winfrey d'Oklahoma. Des aptitudes totalement différentes. Travis Jones, donc c'est un obstacle de base sur le papier, extrêmement performant sur le run-stop, extrêmement agressif au contact, mais qui a sans doute besoin de se perfectionner en termes de move sur le pass rush et tout simplement en termes de capacité de pénétration pour vraiment mettre la pression sur le quarterback. Mais en termes de run stopper pur, c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves du côté de Yukon, malgré les prestations assez cataclysmiques du programme de Connecticut ces dernières années. Marvin Leal, joueur qu'on a longtemps annoncé en tant que top 10, qui a un vrai profil athlétique, un homme qui a été baladé un petit peu partout sur la ligne défensive de Texas A&M, et je pense que c'est peut-être aussi ce qui l'a desservi durant ce processus universitaire.
c'est un joueur dont on en attendait peut-être beaucoup plus que ce qu'il a apporté, que ce soit en termes de production ou peut-être d'engagement. Mais la capacité, les aptitudes physiques sont là, les aptitudes athlétiques sont là. Il y a peut-être encore un mélange un petit peu brouillon qu'il faut réussir à exploiter sur la durée de tout un match. Mais Demar Villéal, il y a un gros potentiel et je serais quand même très étonné qu'une équipe ne tente pas ce pari-là à la fin du premier tour. Perion Winfrey, là aussi, profil capable de faire du grabuge sur le pass rush, euh, qui a été utilisé du côté d'Oklahoma en tant que defensive end 34, nose tackle, enfin, il a été utilisé un petit peu partout, mais on voit que sa faculté première, de par le gabarit de colosse qu'il a, c'est vraiment de réussir à faire des différences au contact et par sa capacité à être vif et agressif. Trop d'indiscipline encore à mon sens, c'est un peu ce qui, moi, l'a discrédité pour un premier tour. Mais je comprends très clairement l'amour qu'on peut avoir pour ce joueur et le potentiel qu'il peut avoir si une équipe décide de miser sur lui à l'issue de la fin du premier tour. Mais vraiment, on a un top 5 établi et là, si on tombe sur un de ces 5 joueurs-là à l'issue du premier tour, on ne sera pas forcément déçu à mon sens. Voilà, je rejoins Baptiste qui nous dit tellement mal utilisé à Oklahoma. Voilà, faut encore une fois rappeler, ça fait partie de ces joueurs qui sont aussi arrivés sur le tard. Hein. C'est des joueurs qui arrivent de community college. Donc, on va dire d'université plus axée sur du scolaire que sur de l'universitaire, enfin, en tout cas qui sont remis un petit peu dans le circuit, mais qui ne sont pas forcément axés uniquement sur du sportif, enfin, en tout cas pas tous. Et c'est vrai que Perion Winfrey, en l'occurrence, voilà, c'est 1 à 2 années vraiment de développement du côté d'Oklahoma. Donc c'est un joueur qui reste brut, mais dont on se dit que l'échantillon peut être intéressant à terme s'il tombe dans un coaching staff capable de vraiment le perfectionner. On enchaîne sur les positions 6 à 10, Camille, avec notamment Phil Darian Matisse. Là aussi, je parlais de profil assez brut. Joueur qui a sans doute besoin de se développer un petit peu d'un point de vue technique, mais dont on a vu qu'il était capable d'apporter un peu le surnombre sur le pass rush du côté d'Alabama. Et puis après, on reste sur des profils de nose tackle, notamment John Ridgway du côté d'Arkansas, qui lui aussi s'est révélé un petit peu, arrivé de 2e division universitaire chez les Razorbacks, qui a fourni un gros travail pour vraiment libérer des brèches du côté d'Arkansas. Alors, j'en profite pour répondre à Fly Raiders. Alors, ça, c'est un choix purement personnel hein, sur la sélection de Logan Hall, qui a été mis plutôt avec les edge rushers. Voilà. Ça, après, j'assume totalement la responsabilité de ça. On sera d'accord ou pas d'accord. Il y aura également des divergences, je pense, sur les linemen offensifs. Mais voilà, j'en avais parlé lors d'une précédente émission. J'ai plutôt mis Logan Hall en tant que edge rusher. Donc, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans ce top 10. Vous verrez au niveau des edge rushers qu'il apparaît quand même assez rapidement. Donc, je parlais de John Ridgway qui a permis de libérer pas mal de brèches et qui sera a priori un obstacle pur à l'échelon supérieur. Neil Farrell, c'est un profil extrêmement particulier dans le sens où il a joué nose tackle de manière efficace l'année dernière du côté des LSU, mais c'est un defensive end 34 de base, de formation, on va dire. Donc, c'est un nose tackle qui a cette capacité à être extrêmement vif et rapide, ce qui en soi est pas forcément une mauvaise chose. Alors après, est-ce qu'il pourra vraiment jouer à terme en tant que nose tackle, par exemple, dans une 34, j'ai plus de doutes, mais un rôle un peu de nose capable d'attirer les double teams sur une 43, ce ne serait pas forcément quelque chose de déconnant pour Neil Farrell. Et c'est sans doute ce qui peut lui permettre de faire grimper un petit peu sa cote. On termine dans ce top 10 avec Haskell Garrett d'Ohio State et Matthew Butler de Tennessee. 2 joueurs extrêmement émérites. Matthew Butler et d'ailleurs, qui le disait, je crois que c'est Jamal Adams 033 que je salue sur le chat, qui me disait qu'il trouvait que c'était assez bas. Il n'y a pas de caractéristiques qui vont vraiment jouer en faveur de Matthew Butler. Là encore, c'est un joueur qui a montré beaucoup de caractère, d'envie sur chaque snap du côté des Volunteers, qui a démontré une vraie progression au fil des années. Et ça, très franchement, on sait que c'est un joueur qui, a priori, peut s'installer durablement dans une rotation. Mais je ne vois pas forcément ce joueur-là, et a priori mes collègues non plus, puisque ça reste une projection assez consensuelle globalement. Pour moi, ce n'est pas forcément un joueur qui va atterrir premier, deuxième, enfin premier tour forcément, mais même deuxième tour, ça paraît quand même un pari relativement risqué. Donc voilà, après, c'est juste voir éventuellement s'il y a une équipe qui tombe amoureux de son profil de defensive end 34, mais vraiment un joueur qu'on peut utiliser dans la rotation et est capable notamment d'être performant sur le run-stop, mais qui ne pourra pas forcément apporter énormément de plus. C'est également le problème d'Haskell Garrett. Excellent contre la course,
mais quasi inexistant sur le pass rush. Donc, c'est ce qui vraiment va le faire grimper, je pense, dans beaucoup de boards de franchise NFL. On enchaîne, Camille, avec le reste du classement, avec du coup des profils un peu plus incertains, on dira. Alors, Thomas Booker, notamment de Stanford, Otito Ogbonnia du UCLA, Ioma Uwazurike d'Iowa State, pardon, et Marquan McCall de Kentucky, donc classé aux alentours des 4e, 5e tours. Là, on est vraiment sur des profils de joueurs qui ont vraiment un besoin de développement globalement. Marquan McCall, pour reprendre cet exemple-là, c'est vraiment le nose tackle assez brut qui va avoir du mal notamment à mettre à mal ses adversaires d'un point de vue vraiment technique ou en tout cas, on va dire, fluidité de déplacement, enfin vraiment placement efficace, notamment des mains et du reste du corps. Son centre de gravité n'est pas terrible. Thomas Booker, grand espoir pendant longtemps du côté de Stanford et qui s'est plus concentré sur un rôle un peu de, pas forcément dans la rotation, mais pour un joueur capable de se développer un peu sur le run-stop. Ça n'a pas forcément été le joueur dominant qu'on pouvait attendre, notamment sur le pass rush. Et puis après, voilà, Ogbonia et Owazurike. Là aussi, c'est des profils assez bruts. Ogbonia qui a eu ses bons et ses moins bons moments du côté du UCLA, qu'on a un petit peu vu lors du processus draft, mais qui là encore a sans doute besoin de se perfectionner pour être à la fois efficace contre la passe et contre la course. Pour l'instant, ça reste assez inégal à ce niveau-là. On enchaîne ensuite avec Jaden Peavy de Texas A&M, Eric Johnson de Missouri State et Chris Hinton de Michigan en 5e, 6e tour. On a également Kalia Davis de UCF 5e, 6e tour. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, on l'a dit, c'est une classe assez vaste sur le poste de lineman défensif et sortie du top 10, il va y avoir beaucoup de paris. Là encore, il y a des joueurs qui apprennent un petit peu la position. Kaila Davis, ancien linebacker de UCF, qui a en plus eu des petits problèmes de blessure, je crois. Donc, joueur avec une grosse débauche d'énergie, mais qui présente beaucoup d'interrogations sur sa capacité à être vraiment un joueur, enfin plus qu'un joueur en l'occurrence dans la rotation. Et puis le nom qui commence à grimper également, c'est Rick Johnson de Missouri State, notamment de par sa capacité à éventuellement pouvoir apporter sur le pass rush, joueur qui peut être assez explosif, mais à qui il manque peut-être les aptitudes, notamment pour un joueur qui prétend à jouer defensive end 34. Qui peut prétendre en effet à être un joueur un peu plus dissuasif au contact. Voilà, c'est là-dessus où il doit apporter un petit peu plus, mais il y a des acquis assez intéressants et encore une fois, c'est un nom qui grimpe un petit peu. Là, il est classé 5e, 6e tour. Peut-être qu'une équipe va se laisser tenter au 4e, mais voilà, en tout cas, c'est un nom à surveiller de très très près. Eric Johnson, donc, venu d'un programme de 2e division universitaire. Alors du coup, j'ai pas le... Ah, c'était le 5e tour. Oui, je salue Jean-Michel d'ailleurs qui est sur le chat, qui nous dit en effet le 5e tour, ça me plaît bien. Et j'écoute un peu ce que tu me dis, Jean-Michel. C'est un consensus. Même si, même si c'est pas toujours facile à faire. Il y a eu des joueurs sur lesquels on a eu beaucoup de divergences d'opinion. Mais voilà, je réponds du coup au passage à Dux Arturo. Est-ce que cette draft est de bonne qualité en règle générale? Oui, je le répète. On va le dire assez régulièrement, je pense, cette année. Il y a une classe qui est assez dense sur pas mal de positions, notamment le poste de receveur et d'edge rusher, la position avec laquelle on terminera tout à l'heure, notamment parce qu'il y a eu une année de Covid où les joueurs ont obtenu une année d'éligibilité, on va dire, gratuite, ce qui a donc permis à des joueurs de pouvoir performer une année de plus sans perdre une année universitaire. Donc, il y a des joueurs qui arrivent quand même avec une expérience notable. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut se retrouver avec des joueurs qui peuvent être des très très bonnes affaires aux alentours du 4e, 5e tour. C'est aussi pour ça qu'il y a des positions, notamment en défense, où voilà, il y a des petits moments où on s'est gratté la tête pour savoir qui pouvait éventuellement tomber où. Mais classe d'une grande qualité et d'une grande densité, on le répète. Je pense que les équipes qui auront beaucoup de choix de draft au cours de cette QV n'auront pas forcément à se plaindre. Voilà, d'ailleurs, Jamal Adams 033 qui corrobore mes propos en disant très bonne draft avec des joueurs qui peuvent tomber au 4e, 5e tour. On est d'accord là-dessus à 100%. Je te remercie, Camille, pour les linemen défensifs. On peut enchaîner désormais avec les deux positions peut-être les plus glamour en défense. De cette classe, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, au niveau du poste de corner, il y a quand même quelques éléments à mettre en avant. On va commencer par le top 5, Camille.
avec, ou même le top 20 si tu veux. Moi, je fais avec. Hein. Moi, je suis docile. Je taquine, bien sûr. Sauce Gardner, donc, projeté au premier tour, voire même dans le top 10. Ça dépendra de comment ça se passe à côté en fonction des autres positions et des besoins des différentes franchises. Mais Sauce Gardner, voilà, on ne cesse de le répéter. C'est l'expression un petit peu choisie à ce moment-là de l'année, mais on est très clairement sur du shutdown corner, sur du joueur qui sait faire à peu près énormément de choses. Jouer de la presse, réussir à calquer vraiment son tracé à son receveur adverse. Une bonne mobilité de déplacement, une capacité à être très vif également, à être précieux sur des phases de blitz. Donc voilà, il y a peu de choses qu'Amatt Gardner, que Sauce Gardner ne sait pas faire. Et voilà, j'en parlais dans d'autres podcasts, mais voilà, on est très clairement sur du profil d'Arrell Revis. Voilà, pour le dire clairement, c'est posé comme ça. Je prends le risque, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que ça a été assez unanime de dire que c'était le principal cornerback de cette classe. Et autant j'étais pas très très chaud sur d'autres profils type Jeff Okuda il y a quelques années, autant voilà, Amal Garner, ça apparaît quand même une vraie valeur sûre au cours des prochaines années, en espérant bien entendu qu'il ne se blesse pas. Parlant de blessure, Derek Stingley, on ne cesse de le répéter, joueur extrêmement talentueux qui peut être très athlétique, rapide, physique. Enfin, c'est un joueur extrêmement complet, mais c'est un joueur beaucoup trop fragile. C'est ce qui fera sans doute qu'une équipe tentera le pari au premier tour, en se disant qu'il y a peut-être une chance que ses problèmes physiques soient de l'histoire ancienne. Mais voilà, le pari paraît quand même assez lourd, notamment pour tenter un top 10. Donc, pour moi, ce serait un peu plus aux alentours des 10-15e places. Je n'ai pas l'avis de mes deux comparses très clairement, même si j'en vois certains sur le chat. Mais Derek Stingley, en tout cas, ça reste un joueur extrêmement talentueux. Joe Gacto qui nous dit, Greg, tu prends lequel du côté d'Atlanta? Alors, si on parle de corner, je ne prends pas de cornerback du côté d'Atlanta. Hein, je le dis tout de suite. Mais voilà, si je devais choisir, je prendrais Gardner. Si vous voulez mon avis personnel, qu'on aura l'occasion de donner. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de qui sont nos chouchous. Je pense qu'on aura l'occasion de le dire très clairement. Et voilà, là, on reste vraiment sur une donnée purement projection. Trent McDuffie de Washington, dont on avait beaucoup parlé également, et Andrew Booth de Clemson, c'est deux profils extrêmement différents. Trent McDuffie, c'est le côté cornerback très discipliné, très appliqué, qui fait tout très bien, mais qui n'a peut-être pas encore cette capacité de playmaker que peuvent avoir les deux joueurs cités avant lui. Andrew Booth, à l'inverse, ça peut être un profil assez playmaker, le profil du joueur extrêmement généreux, peut-être un peu trop. Ça se ressent contre la passe, ça se ressent également sur la course, où des fois on a tendance à le voir un petit peu vendanger des plaquages. Donc ça reste quelque chose à surveiller, mais c'est des profils qui vont forcément faire rêver du côté des scouts NFL. Cinquième choix, en tout cas cinquième de ce classement, Kyle Elam qui sera à égalité avec d'autres. Hein. Si tu veux enchaîner Camille avec les positions 6 à 10, puisqu'on va en avoir quelques-uns projetés aux alentours du premier, deuxième tour. On a Roger McCreary également d'Auburn, Kyler Gordon de Washington également. Des joueurs qui savent faire pas mal de choses, notamment Kyler Gordon qui a été utilisé à peu près partout dans le backfield défensif du côté de Washington. Kyle Elam, joueur qui est assez complet là aussi, physique, athlétique. Il a peut-être ce défaut, on va dire, également de discipline avec pas mal de flags pardon, concédés et peut-être une certaine inconstance sur l'ensemble d'un match, mais bon, on se dit que bien coaché, ça peut être en tout cas un joueur dont les attributs peuvent être clairement précieux à l'échelon supérieur. Roger McCreary, il y a toujours cette histoire de taille de bras, on va dire. Hein. Il y a deux choses à retenir dans cette draft 2022. Il y a les petites mains de Kenny Pickett et il y a les petits bras de Roger McCreary. Alors, en l'occurrence, ce sont des petits bras qui ne l'ont pas empêché de faire 5 interceptions lors des 2 dernières saisons du côté d'Auburn, hein, dans la meilleure conférence de première division universitaire. Donc, ça reste assez notable. Joueur assez intéressant sur la presse, donc vraiment sur de la défense en homme à homme assez physique, qui peut contribuer également sur le jeu au sol, même si ce n'est pas sa faculté première à mon sens. Mais voilà, Roger McCreary, je crois que Richard Sherman notamment a vanté, a chanté ses louanges il n'y a pas si longtemps que ça, et je le rejoins totalement parce que voilà, sorti des attributs purement et bêtement physiques,
où on voit que ce joueur-là devrait faire ça pour son poids, ce joueur-là devrait faire ça selon sa taille de bras, selon la couleur de ses yeux, etc., etc. Malheureusement, c'est des joueurs qui sont un petit peu desservis à ce niveau-là par rapport à ça. On termine avec le top 10. Tariq Woolen, deuxième tour de UTSA. Tariq Woolen, gros projet. Ancien receveur de formation qui présente beaucoup de soucis, c'est-à-dire qu'il a le gabarit type d'un cornerback, il a la capacité d'être extrêmement généreux. Il y a peut-être un statut de playmaker qui inquiète. Aujourd'hui, et pour bien contextualiser par exemple, c'est un receveur qui a été placé cornerback notamment pour des problèmes de drop. Donc, il ne faudra pas s'attendre non plus à un joueur capable de faire énormément d'interceptions, même s'il en a déjà fait du côté de Texas San Antonio. Mais voilà, il y a, on le disait sur le chat, mais très clairement, Tariq Woolen. Alors, début de deuxième tour, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu réagissais à ça, Palmacide, sur Tariq Woolen, début de deuxième tour. Fin de deuxième tour, ça me paraît être quelque chose d'assez intéressant, d'assez cohérent. Je crois que Victor en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, vu qu'il n'y aura pas de fiche sur Tariq Woolen. Fallait s'avancer sur les joueurs à choisir sur les 80 fiches. Et Tariq Woolen, c'est un peu révélé sur le tard, notamment à l'occasion du Combine. Mais on aura l'occasion d'en dire quelques petits mots. Mais voilà, sur le papier, c'est un joueur qui fait beaucoup fantasmer. En tout cas, qui laisse entrevoir pas mal de promesses. Mais voilà, donc il faudra, je pense, pas mal rassurer sur un statut de playmaker et potentiellement de corner numéro 1 à l'échelon supérieur. En numéro 9, on a Kobe Bryant donc de Cincinnati, joueur avec une grosse débauche d'énergie, grosse expérience également, puisque c'est un joueur qui a quand même produit assez nettement et qui a d'ailleurs été beaucoup sollicité de par le bon rendement de Sauce Gardner à ses côtés. Il y a pas mal quand même de zones d'ombre du côté de Kobe Bryant. C'est un joueur qui peut apparaître un petit peu, peut-être pas aussi mobile que ce à quoi on peut s'attendre pour un corner qui apparaissait comme un playmaker en l'occurrence, parce que lui en plus il me semble qu'il a été élu meilleur défenseur, je crois, meilleur cornerback universitaire la saison dernière. Donc il a quand même cette capacité à être assez punitif. Mais c'est vrai que tout ne rassure pas sur sa capacité notamment à défendre en homme à homme, voire même dans les espaces. Et ça reste un profil relativement brut. Zion McCollum, là en l'occurrence, on est là aussi sur du profil assez athlétique, qu'a produit du côté de Sam Houston State. Maintenant, on en revient toujours à cette fameuse situation du niveau, on dira, universitaire. Sam Houston State, place forte de la deuxième division universitaire, notamment avec North Dakota State, South Dakota State et ce genre de programme. Donc, qui est plutôt réputé pour l'attaque, mais qui avec McCollum avait quand même pas mal, qui avait une arme en tout cas extrêmement dissuasive contre le jeu à la passe. Donc voilà, pas mal de cases cochées pour Zion McCollum. Il va falloir voir éventuellement si les équipes sont amoureuses au point de dépenser notamment un choix du vendredi, tout simplement. Au moins balancer un troisième tour pour tester, voir ce qu'il peut donner, ne serait-ce qu'en qualité, par exemple, de numéro 2 dès sa première saison en NFL. On enchaîne, Camille, avec le reste du classement, avec donc notamment Martin Emerson en 11, le joueur de Mississippi State. On a Cam Taylor-Britt de Nebraska, Brian Kendrick de Georgia, Caleb Evans également de Missouri. Tout ça, c'est pressenti sur les spots 3 sur les tours 3 à 4, tout comme Zion McCollum. Martin Emerson, c'est un peu l'anti-McCollum, si je peux en parler ainsi. C'est un joueur extrêmement physique et qui a un gros cogneur sur le poste de cornerback, à qui il manque peut-être des attributs un peu athlétiques et je dirais peut-être QI football, on va dire, peut-être un petit peu se contenir pour aller à l'essentiel et peut-être pas s'éparpiller pour essayer de faire le big play. Ça a eu tendance à jouer un petit peu contre lui. Après, que ce soit Taylor-Britt, Kendrick ou Evans, à mon sens, on est un peu plus. Alors, à Caleb Evans, c'est vrai que c'était plutôt quatrième tour en l'occurrence, en prenant un peu la moyenne des projections annoncées au sein de la rédaction. On est plus sur des profils, je pense, de special teamer plus, des joueurs qui peuvent s'intégrer dans la rotation dans un premier temps. On a vu que Darian Kendrick pouvait être utilisé en tant que returner, même s'il a été un petit peu moins, notamment du côté de Georgia. Taylor-Britt également, on l'a vu beaucoup utilisé sur les équipes spéciales et c'est un joueur qui peut apporter d'un point de vue physique
sur le poste de corner et qui peut dépanner sur pas mal de positions au sein du backfield défensif. Ça aussi, c'est non négligeable. Il y a peut-être un choix qui va faire grincer des dents si on prend le reste du classement, puisqu'en l'occurrence, sur les tours 4 à 5, on a Marcus Jones de Houston, Alontae Taylor de Tennessee et Joshua Williams de Fayetteville State. Marcus Jones de Houston. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur sa projection, hein, que ce soit les experts, les observateurs, notamment sur les différents sites américains. C'est un joueur qui a démontré des qualités assez étonnantes pardon, en termes de couverture, de capacité à être efficace en homme à homme. Maintenant, c'est quand même un cornerback extrêmement petit qui risque d'être réduit en position de slot, mais qui risque de grimper dans la draft, notamment par le fait tout simplement que c'est sans doute le meilleur returner de cette draft. Et on l'avait déjà abordé, mais voilà, il y a une capacité à être extrêmement dangereux sur chaque phase de retour. Donc voilà, Marcus Jones projeté 4e, 5e tour. Je ne serais même pas surpris qu'une équipe se lance sur un 3e tour tout à l'heure. C'est un peu la même logique que Matareza. C'est-à-dire le profil de joueur dont on se dit, a priori, il devrait terminer dans ce secteur-là, dans ces projections-là. Mais ce n'est pas interdit du tout qu'il y ait une équipe qui tente le pari si vraiment elle en est amoureux. On termine avec Josh Joby d'Alabama, Kellen Barnes de Baylor et Tariq Castro-Fields de Penn State, donc 5e et 6e tour. Alors, des différences dans le sens où Kellen Barnes, il a vraiment impressionné, notamment par le biais du combine, parce que je crois que c'était le meilleur temps du 40 yards, notamment lors du dernier combine, et auteur d'une belle saison d'ailleurs du côté de Baylor. On fait pas mal de défenseurs, mine de rien, qu'on cite du côté des Bears, parce qu'on a déjà parlé de Terrell Bernard, Jalen Pitre ou JT Woods tout à l'heure. Kellen Barnes, ça rentre dans cette catégorie des cornerbacks assez performants face à des attaques aériennes qui n'étaient pas non plus déconnantes, parce qu'il faut quand même réussir à jouer contre Oklahoma ou Oklahoma State, par exemple, dans la conférence Big 12. Josh Joby et Tariq Castro-Fields, c'est des profils assez dissuasifs, on va dire physiquement, à qui il manque peut-être certains attributs athlétiques. Josh Joby, il y a aussi des petits problèmes de santé qui vont être à surveiller et qui l'ont sans doute beaucoup desservi, je pense, dans ce processus draft par rapport à d'autres. Mais voilà, il y a d'autres joueurs éventuellement qui auraient pu prétendre à ce top 20. Alors, j'ai plus tous les noms en tête, mais voilà. Si votre joueur de cœur ne figure pas dans ce top 20, rassurez-vous, il n'est sans doute pas loin. Voilà. Je m'excuse encore une fois parce que j'ai tendance à bégayer un petit peu. Je suis un peu fatigué ce soir, donc j'essaye de faire au mieux avec des tunnels d'une heure. C'est un petit peu compliqué, donc je m'en excuse de nouveau. On va pouvoir terminer en tout cas ces top 20 et ces rankings par position, Camille, après avoir abordé les cornerbacks. La position la plus glamour de cette QV, c'est la position de edge rusher. On va commencer par le top 5 puisqu'il y a beaucoup de noms qui risquent de tomber très très haut au cours de cette prochaine draft, avec notamment Aidan Hutchinson de Michigan, Kayvon Thibodeaux d'Oregon, longtemps pressenti pour être 1 et 2 donc de la prochaine draft. Hutchinson, notamment de par sa capacité à être constamment en mouvement, à être réactif, d'avoir un gros moteur, comme on dit, une bonne panoplie de moves, etc. Kayvon Thibodeaux, tout simplement de par sa capacité à être un phénomène athlétique, un joueur capable d'être très très polyvalent, un peu trop polyvalent, parce qu'on l'a beaucoup vu utiliser sur la couverture à Oregon et peut-être un petit peu moins sur le duel en homme à homme avec le lineman. On l'a souvent dit, mais voilà, ce qu'il discrédite peut-être pour être un numéro 1 de draft absolu, c'est peut-être ce manque d'effort, on va dire, en contact. En tout cas, sur la durée, on l'a vu transcendant sur quelques rencontres et un peu moins efficace, on va dire, sur le reste. En tout cas, en se contentant un petit peu de ce qu'il a. Et c'est vrai que ça a tendance à lui jouer un petit peu des tours. On lui reproche un petit peu aussi son arrogance un petit peu qu'il avait pu démontrer lors du combine. Encore une fois, je cite des choses qui ont été évoquées par des médias américains. Je ne suis pas totalement en accord avec ce qui est mis en avant. Mais voilà, Kayvon Thibodeaux, ça restera forcément sur le papier un top 5 à considérer pour les équipes NFL, et je serais très surpris qu'ils descendent un peu plus bas. Trevon Walker, Jermaine Johnson et George Karlaftis, donc le premier de Georgia, le deuxième de Florida State et le troisième de Purdue. Là, en fonction des équipes intéressées, en fonction des systèmes défensifs, ça peut varier en fonction de qui est sélectionné en premier. Trevon Walker, on l'a déjà dit, et je sais qu'il y a des questions qui sont revenues là-dessus. J'ai fait une fiche draft pour ceux qui veulent aller la consulter sur le site de TDA.
il y a un côté très projection, il y a un côté vraiment, c'est une machine de guerre, le truc, on peut en faire quelque chose alors que la production n'a pas forcément été tout le temps au rendez-vous. Donc Trevon Walker, ça va être une grosse énigme. Est-ce que c'est vraiment la position de defensive end qui lui correspond le mieux? Parce que ça a été clairement une position de circonstance, on dira, pour avoir du temps de jeu du côté de Georgia, mais c'est pas forcément plus. Selon moi, pour Jermaine Johnson et George Karlaftis, on est vraiment sur du côté purement production. Jermaine Johnson qui a su se relancer notamment du côté de Florida State alors qu'il était barré du côté de Georgia. Hein. Autant Walker a dû s'adapter pour avoir du temps de jeu, autant Johnson a dû aller voir ailleurs. Et on a vu que du côté de Florida State, alors qu'il était vraiment, entre guillemets, l'homme à abattre défensif du côté des Seminoles, il n'a cessé de produire du côté de Florida State en 2021. Donc, vraiment, c'est un joueur qui, qui arrive, en tout cas, qui laisse entrevoir des bonnes choses, en tout cas, une vraie volonté sur chaque snap, hein, même s'il n'y a pas forcément une explosivité notable dès l'engagement. Et Evan Karlaftis, pas du tout, George Karlaftis, pardon, c'est vraiment du côté physique, on va dire très compact, très brut. C'est la capacité vraiment à perforer la ligne offensive, mais pas forcément avec une capacité à prendre le coin extrêmement notable par rapport à d'autres. C'est un joueur qui fait plus la différence sur l'intérieur que sur l'extérieur. Et c'est aussi ça qui fait que ça a tendance à le desservir par rapport à d'autres rushers, notamment en l'occurrence à Trevon Walker et à Jermaine Johnson. Je regarde un petit peu ce que vous pouvez dire sur le chat. En effet, Jugacto qui nous dit oui, Karlaftis, la fiche a été publiée sur le site de TDA aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir. Nitinito qui nous dit je préfère Johnson à Walker perso, je te rejoins totalement. On a également Sarah Baer qui nous dit je préfère Karlaftis à Walker. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts, mais c'est vraiment des profils extrêmement différents. Avec Walker, on sera plus sur du côté projection, avec Johnson, on sera plus sur du côté longiligne athlétique, avec Karlaftis, on sera plus sur du côté vraiment physique, entre guillemets, brut. Voilà, dans le côté vraiment agressif du terme, main violente, hein, je pense qu'on peut le dire. Hein, je pense qu'il rentre dans cette catégorie, notre camarade grec. Et voilà, en tout cas, ça nous fait un top 5 extrêmement homogène et qui a de fortes chances, pourquoi pas, d'être sélectionné dès le top 15 le 28 avril prochain. On enchaîne, Camille, avec les spots 6 à 10 peut-être, avec notamment des joueurs qui peuvent prétendre toujours au premier tour. Boyema fait notamment de Minnesota, David Ojebo de Michigan, Logan Hall dont on parlait tout à l'heure de Houston. Alors Boyema fait joueur dont la cote ne cesse de grimper, notamment par le biais d'un bon processus draft et notamment d'un bon senior ball si je ne me trompe pas. Joueur qui a été révélé un petit peu sur le tard parce que assez peu utilisé notamment sur du run stop. C'est un peu là où le bas blesse concernant le joueur de Minnesota. Chouchou d'ailleurs de Jamal Adams 0,33. Hein. Monsieur a du goût. Mais non, en tout cas, voilà, c'est un profil en plus qui peut présenter l'avantage d'être versatile, de pouvoir être utilisé dans pas mal de systèmes défensifs. Donc, c'est un joueur dont la cote grimpe. David Ojebo, on va le dire tout de suite, premier, deuxième tour, ça aurait été, à mon sens, un premier tour quasi sûr, sans sa blessure au tendon d'Achille, si je ne me trompe pas, lors de son Pro Day. Donc là encore, comme ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de Damon Clark, c'est peut-être pas dans les mêmes proportions, mais on est dans une situation où on n'est pas totalement sûr d'avoir le joueur à 100% pour sa saison rookie, voire même à terme. Donc c'est peut-être ça qui va empêcher une équipe de pleinement tenter le pari dès le premier tour. Et puis Logan Hall, c'est vraiment un côté rôle préférentiel. Joueur qui a joué notamment defensive tackle pendant très longtemps du côté de Houston, qui peut être assez efficace sur l'extérieur, dont j'exclus pas personnellement le fait qu'il puisse jouer defensive end 34. Donc voilà, il y a une telle variété de choix qu'on peut avoir avec Logan Hall qu'en fonction de l'équipe qui le sélectionne et de la manière dont elle veut l'utiliser, il peut très bien, comme Peyton Turner l'année dernière, être un joueur du front seven de Houston, invité surprise avec des grosses guillemets de la draft dès le jeudi. Donc voilà, Logan Hall, joueur à surveiller quand même potentiellement dès le premier tour de la draft, même si a priori sur le papier ça reste un deuxième tour, notamment parce qu'il a quand même un physique un petit peu bâtard, si je peux dire ainsi. Voilà, il est peut-être
il n'est pas suffisamment lourd pour être assez physique, il est peut-être un peu trop grand pour être suffisamment explosif. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont tendance un petit peu à le desservir, Logan Hall, dans l'optique de trouver un spot préférentiel. En NFL, les deux derniers joueurs, Arnold Ebiketie donc de Penn State, Drake Jackson de USC, deux joueurs qui ont des qualités indéniables. Pour Ebiketie, c'est un sens de la technique hors norme. C'est un joueur, et pourtant, lui, il a découvert, en tout cas, il a pleinement joué en universitaire assez tardivement, et on sent que vraiment, il a ce côté, cette intelligence de jeu, ce placement vraiment des mains assez notable. Et c'est limite ce qu'aurait pu en faire un borderline premier tour, mais à mon sens, c'est peut-être encore un début deuxième à l'heure actuelle, en fonction de la manière dont il se place par rapport à d'autres edge rushers dans cette QV. Mais voilà, il y a un aspect technique. Il lui manque peut-être ce physique au duel, cette petite pointe de vitesse, en tout cas, cette capacité à vraiment prendre à défaut des tackles un peu plus mobiles. Mais voilà, l'aspect purement technique, il l'a. Drake Jackson, qui a beaucoup pâti du côté du USC des altermoiements en termes de coaching staff. Defensive end 43 dans un premier temps, linebacker 34 à qui on demandait de faire énormément de choses, peut-être un petit peu trop d'ailleurs par rapport à ce qu'il est capable d'apporter. Il y a un profil athlétique indéniable, c'est un joueur qui peut déplaner sur la couverture. Encore une fois, c'est ce qu'on lui a demandé de faire du côté du USC. Maintenant, d'un point de vue purement pass rush, du coup, ça a beaucoup limité ses options. Il va falloir voir si ça peut être un joueur qui peut prendre du gabarit sans voir sa production en pâtir à l'échelon supérieur. Donc très clairement, ça va être cet élément-là à surveiller. On peut enchaîner, Camille, avec les positions 11 à 15. Avec là encore, vous allez voir, du beau linge. Je pense qu'on peut le dire, on peut avoir facilement 20 edge rushers sélectionnés dans les 3 premiers tours de la draft. Je pense que voilà, c'est une draft où si on cherche un edge rusher, on peut être séduit assez rapidement. Donc, pour revenir sur les profils dont on va parler, donc Kingsley Enagbare de South Carolina, Josh Pascal donc de Kentucky et Cameron Thomas de San Diego State. Tout ça, c'est là aussi classé sur les deuxième et troisième tours. Kingsley Enagbare, si vous ne l'avez pas vu, profil extrêmement atypique. Joueur très, très, très longiligne. J'essaye de voir un petit peu à quoi on pourrait le comparer, mais c'est vrai que c'est un peu une espèce d'armoire à glace sur le poste de linebacker. Quand il joue notamment sur le poste en tant qu'outside linebacker, vraiment sur un profil très écarté, il est assez perturbant à voir. Il a vraiment un physique presque de lineman. Mais voilà, gros défaut pour un Enagbare, c'est peut-être de finir suffisamment les actions quand on voit la capacité qu'il a éventuellement à être présent, notamment d'un point de vue physique. C'est peut-être ce qui a tendance à lui jouer des tours et à interroger sur sa capacité à être efficace, notamment dès ses premiers mois à l'échelon supérieur. Cameron Thomas, dont on n'a pas forcément vu énormément de choses à l'occasion du combine, rapidement blessé aux ischios, mais dont on sait qu'il est capable de sévir et sur l'extérieur et sur l'intérieur de la ligne défensive. Donc là encore, il y a un profil physique non négligeable, et c'est également la situation de Josh Pascal, dont la cote grimpe en flèche, joueur à qui manque peut-être une certaine explosivité, mais dont on voit qu'il a été capable du côté de Kentucky, malgré quelques petits problèmes de santé en plus, un processus universitaire qui a été un petit peu semé d'embûches. C'est un joueur en tout cas dont on voit qu'il a été une vraie boussole défensive du côté de Kentucky pour prendre pleinement le relais de Jamin Davis, drafté l'année dernière du côté de Washington au premier tour. De profil extrêmement intrigant, Nick Bonito d'Oklahoma, principalement utilisé en tant que linebacker sur la couverture dans ses premiers mois du côté d'Oklahoma. On parlait tout à l'heure de Perion Winfrey, peut-être pas très bien utilisé du côté des Sooners. Ça peut être également le cas du côté de Bonito, qui on l'a vu, sur un rôle vraiment de pass rusher est capable de générer de la pression. Donc il y a cette possibilité en plus, si on veut avoir un bon linebacker 34, d'ailleurs c'est ce que confirme mon camarade Jean-Michel sur le chat, d'avoir un joueur comme Bonito capable de générer de la pression et éventuellement de reculer si le besoin s'en fait sentir. Sam Williams d'Ole Miss, vraiment un profil que j'aime beaucoup. Là on est vraiment sur du joueur de caractère, joueur avec une grosse débauche d'énergie, une grosse explosivité dès le snap. Peut-être un excès d'engagement, notamment qui a tendance à le desservir, notamment sur le run-stop, et là-dessus, il va peut-être falloir le polir très très clairement, mais il y a vraiment une bonne base sur laquelle on peut s'appuyer. Donc un joueur à sélectionner dans les 3 premiers tours, ce ne serait pas forcément
galvaudé le concernant. On peut terminer ce top 20 des edge rushers avec notamment, je l'ai vu apparaître sur le chat, c'est Niti Nito notamment qui était un petit peu surpris que Myles Sanders ne soit pas dans le top 15. Alors, encore une fois, il y est plus ou moins aux portes. Ça joue vraiment dans un mouchoir de poche. Et vraiment, enfin voilà, Myles Sanders de Cincinnati, Amare Barno de Virginia Tech, c'est des joueurs qui peuvent quand même être sélectionnés relativement haut. Myles Sanders, on en avait déjà parlé, joueur qui a été extrêmement performant, notamment lors de ses premières années du côté de Cincinnati, dont la discipline n'est pas forcément l'atout premier. C'est un joueur qui va avoir tendance à ne pas suffisamment être focus sur l'ensemble d'un jeu, qui n'est pas très, très réactif en l'occurrence et qui peut être très vite éliminé d'un jeu de par son plan, on dira, sur le pass rush. Et puis surtout, c'est un joueur qui commet énormément de flags, notamment dès le snap. Je ne sais plus combien il y avait, on en avait déjà parlé, mais je ne sais plus combien de flags il a accumulé, mais ça va être au moins une dizaine ou une quinzaine, ne serait-ce que la saison dernière. Donc pour un joueur avec une telle expérience, être aussi souvent pris au piège du hors-jeu et à la perte de yards précieux, on va dire, notamment potentiellement sur des troisièmes tentatives ou autres, ça peut être un joueur qui peut voir sa cote descendre petit à petit, surtout dans une classe aussi dense. Après, on rentre vraiment sur des profils très particuliers et qui risquent d'être desservis notamment de par leur gabarit. Amare Barno, Virginia Tech, c'est également le cas de D'Angelo Malone et de Dominique Robinson. C'est vraiment des profils extrêmement longilignes, certes très rapides. Amare Barno, il me semble qu'on parle d'un ancien receveur. C'est le cas également pour Dominique Robinson. Donc, c'est des joueurs qui ont découvert la position de linebacker / edge rusher très, très tard, mais qui, du coup, n'ont pas forcément les composantes, par exemple, physiques pour pouvoir être efficaces, notamment au duel. Donc, c'est ce qui risque un petit peu de les desservir. Voilà. Tyreek Smith, il y a peut-être un côté production également qui peut le desservir, lui qui est classé, lui qui est projeté. En tout cas, encore une fois, il ne faut peut-être pas s'intéresser exclusivement au classement et aux positions, mais plus aux projections en tant que telles. Tyreek Smith, donc projeté aux alentours du 4e, 5e tour. Beau projet. On a vu qu'il s'était beaucoup entendu avec Trevor Penning du côté du Senior Bowl. Ce n'est pas un joueur qui laisse sa part au chien sur le duel physique en l'occurrence. Maintenant, il y a peut-être une difficulté également à finir les actions du côté de Tyreek Smith. Mais là encore, il y a un potentiel non négligeable qui est peut-être pas sans rappeler par exemple un Jonathan Cooper la saison dernière, je crois qu'il avait été drafté par Denver. D'ailleurs, aux alentours du 4e, 5e tour, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc voilà, classe de edge rusher, là encore, où il y avait beaucoup de candidats potentiels. Il a fallu faire des choix très clairement. Mais il y a d'autres joueurs qui auraient pu éventuellement briguer un top 20 dans cette classe de edge rusher où il risque d'y avoir beaucoup de joueurs. Je pense qu'on peut être sur un potentiel 35 edge rushers draftés. Je ne vais peut-être pas m'avancer, mais je pense en tout cas qu'on peut avoir un volume assez conséquent. Je ne suis pas sûr que ce soit le record d'ailleurs, mais on peut avoir une classe à minima 35. Ça ne me paraît pas forcément quelque chose de farfelu en soi. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce top 20, ces rankings par position. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais essayer de retrouver quand même, juste avant qu'on se quitte, les quelques questions qu'on m'a posées, parce que j'ai invité les gens à les poser sur Twitter. Ce serait bien quand même que j'y réponde. En m'excusant, bien entendu, pour la petite coupure de tout à l'heure, en m'excusant de nouveau pour ma fatigue du soir, qui n'a pas forcément été aidée par cette heure de parlotte, ce monologue qui n'est pas forcément toujours agréable ni pour moi ni pour vous. Donc, je vais revenir très rapidement aux questions qui m'ont été posées. Alors, la question sur le désamour relatif de Marvin Lial, ça, je sais que c'était Baptiste qui nous avait posé la question. Baptiste, très actif sur Twitter d'ailleurs, et je l'en remercie. Voilà, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, mais voilà, peut-être la déception, le fait de ne pas forcément en avoir vu autant que ce à quoi on pouvait s'attendre, surtout vis-à-vis de d'autres linemen défensifs, par exemple Davis Wyatt, dont on a vu que sur les quelques snaps partagés avec d'autres, il pouvait être capable de vraiment faire mouche. D'autres questions que j'essaie de retrouver. Le joueur qui va créer la surprise en étant pris haut ou au contraire en chutant au premier tour. Alors là, je t'avoue, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Nakobe Dean, par exemple, ça peut être une surprise s'il vient à chuter. Très franchement, je n'y crois pas, mais ça reste malgré tout une possibilité.
Les postes de safety et de linebacker, c'est toujours la même chose. C'est des postes où c'est très, très difficile d'avoir une projection, on va dire, claire dans le sens où ce n'est pas forcément des postes très bien considérés de base. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai un joueur qui, pour moi, est un vrai point d'interrogation. C'est Daxton Hill, dans le sens où c'est un homme à tout faire, certes, mais du coup, c'est très difficile de savoir concrètement quelle équipe va vouloir miser dessus et pour en faire quoi. Donc aujourd'hui, il est peut-être classé aux alentours des 15-20, mais ça peut très bien être un joueur qui descend vraiment fin premier tour, voire début deuxième, s'il y a vraiment une équipe qui se dit, bah, on peut avoir un joueur peut-être beaucoup plus établi, qui sait peut-être faire moins de choses, mais qui sait peut-être les faire beaucoup mieux, ou en tout cas qui saura les faire à l'instant T quand il rejoindra la NFL lors de sa saison rookie. Du coup, j'enchaîne avec une autre question de Baptiste qui nous demande le gap entre Floyd, Dean et le reste de la classe. On l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, mais voilà, il n'y a pas d'autres linebackers, à mon sens, qui peuvent être des premiers tours. Je sais qu'il y a une grosse cote d'amour concernant Troy Anderson, par exemple, de Montana State, mais il y a quand même des acquis encore un peu trop importants à prendre en considération pour le considérer au premier tour. Peut-être un Léo Chenal, dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, c'est un joueur qui est assez atypique, mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure, de par ce qu'il a démontré du côté de Wisconsin, l'utilisation en tout cas qu'on en a fait, il présente quand même peut-être un peu trop de points d'interrogation sur le volume de jeu qu'il est vraiment capable d'avoir à l'échelon supérieur. Donc, sortie de Floyd et de Dean, ça me paraît quand même assez compliqué de le voir, de voir d'autres linebackers sélectionnés dès le jeudi. Baptiste qui nous demandait également, Karl Aftis, plus ça va, plus ça descend. Est-ce qu'il y a une bonne raison? J'en parlais un petit peu tout à l'heure, le profil athlétique. On voit que Trayvon Walker, sans avoir forcément la même production, il grimpe dans les boards, alors qu'à l'inverse, Karl Aftis a tendance à être un petit peu desservi par ça. Voilà, c'est aussi la problématique de la draft, c'est qu'il faut réussir à faire un petit peu rêver les scouts, à se vendre. Le processus draft, c'est un peu un CV ambulant. Donc voilà, si on n'est pas capable de démontrer, ou en tout cas pas suffisamment capable aux yeux de certains, de montrer qu'on est assez athlétique par rapport à d'autres, bah, ça a tendance à pas mal desservir. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Pierre qui nous demandait un petit mot sur le pari au Djebo, milieu de deuxième tour au plus loin. Ça peut être un début de deuxième tour quand même. Je ne le vois pas fin premier parce qu'encore une fois, il y a trop d'interrogations concernant ne serait-ce que sa saison rookie. Voilà, il y a d'autres exemples. Je pense à Jalen Smith, par exemple, qui avait une blessure plus grave il y a quelques années quand il est sorti de Notre-Dame, mais qui avait été drafté, je crois, au deuxième tour par les Cowboys, je ne vais pas dire de bêtises. Ça peut être le cas également de David Ojebo. Voilà. Ça reste une position là pour le coup extrêmement glamour. Donc si une équipe a besoin d'un edge rusher, je pense qu'ils ne se priveront pas éventuellement pour essayer de voir si Ojebo est disponible. Même si là encore, Ojebo, ça reste peut-être plus un profil de linebacker 34. Donc ça peut également lui fermer la porte de certaines franchises. Vu que d'un point de vue physique, là aussi, enfin en tout cas d'un point de vue plutôt technique, pardon, au duel, pour un joueur qui a découvert le football très très tardivement, ce sera quelque chose quand même à prendre en considération dans le processus de draft. J'essaie de voir. Est-ce que j'ai oublié une question rapidement? Il y a Nola Twist également qui nous avait demandé si on pensait que Thibodeau pouvait sortir du top 10. Honnêtement, je ne pense pas. Je m'avance peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que mes compars sont encore sur le chat, mais si c'est le cas, je serais curieux d'avoir leur avis. En tout cas, vous l'aurez notamment la semaine prochaine. Sortie du top 10, je ne pense pas. Déjà, sortie du top 5, ce serait une grosse sensation à mon sens, vu ce que peut apporter Thibodeau sur le papier. Alors, on peut lui reprocher plein de choses. On peut lui reprocher d'être un peu nonchalant, peut-être un peu trop chill sur et en dehors du terrain. Sa blessure l'année dernière, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui rentre en considération parce qu'on l'a vu revenir dans la foulée. Donc voilà, je serais quand même très très étonné vu le profil du bonhomme qui sorte hors du top 5, ça me paraît quand même assez inconcevable. Voilà. Et puis un dernier mot très rapidement, ça c'était plus pour le côté projection, puisqu'on est en plein dedans. Baptiste qui nous demandait un spoiler sur 2023, à quel point Anderson est un extraterrestre. Alors on a beaucoup ce truc en 2022 sur Aidan Hutchinson, est-ce que c'est un vrai talent ou pas? Et il faut le comparer avec les frères Bossa, avec Chase Young, etc., etc. Alors moi je vais le dire très franchement, je ne sais pas si Hutchinson sera aussi bon que les frères Bossa, que s'il vendra autant de rêves sur le papier que Chase Young. J'ai presque envie de dire je m'en fous, mais
Je pense que Chinkson sera un très bon titulaire avec une capacité d'All-Pro assez régulière. Si bien entendu les problèmes de blessure le laissent tranquille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a une blessure notamment en 2020 qui a écourté sa saison. Très franchement, Will Anderson, je pense qu'on est quand même malgré tout au-dessus. Et à l'heure actuelle, c'est toujours compliqué à dire une année avant et ça a même tendance à guigner ce dont on en parle. On évoque beaucoup Bryce Young, beaucoup de CJ Stroud parce que forcément position de quarterback. J'aurais pas de mal à considérer que le fait qu'aujourd'hui, Will Anderson est peut-être le prospect le plus sexy en vue de la draft 2023. Peut-être le numéro 1 aujourd'hui de mon big board personnel. Je sais que Victor, par exemple, est déjà très orienté sur son big board de 2023 hein, avec une liste assez colossale de noms. Ce n'est pas encore mon cas, mais voilà, je vois peu de joueurs aujourd'hui qui peuvent éventuellement être considérés comme numéro 1 d'un big board 2023 en dehors de Will Anderson d'Alabama, dont on a vu une capacité de pénétration et d'aptitude à être constamment dans la poche adverse absolument déroutante. Enfin, je ne sais plus quelles sont ses stats, mais en termes de plaquage pour perte, je pense qu'on a rarement vu ça à l'échelon universitaire. Ça a vraiment été un des gros acteurs de la belle saison d'Alabama et de la qualification, notamment en finale nationale, même si Crimson Tide a perdu par la suite. Donc, je vais en profiter pour répondre à Paulus, qui après on va se quitter, parce qu'on arrive déjà à 1h30 quasiment de live. Hein. Ça commence à être long pour tout le monde, je crois. Et du coup, donc, on se retrouve demain donc, à 19h pour s'intéresser au ranking sur les positions offensives, donc quarterback, running back, receiver, tight end, tackle, lineman intérieur. Et puis jeudi, donc Jean-Michel Laspolier sur le chat, donc jeudi à 19h, Victor et moi-même, on vous proposera la dernière mock live à un seul tour, je le précise, sans trade. On s'intéressera principalement aux choix qui pourront être faits en l'état par les franchises. Donc voilà, une draft assez traditionnelle, mais qui servira avant tout à s'intéresser aux priorités des différents programmes, j'allais dire des différentes équipes, tout simplement. Merci encore Camille, en tout cas, d'avoir été en ma compagnie pour me supporter et puis pour supporter la technique. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été assez présents sur le chat. Je vois qu'on est monté à 130, 140 personnes, donc merci infiniment d'avoir été en ma compagnie, en espérant encore une fois que ça n'ait pas été trop pénible à écouter au cours de cette heure et demie. J'essaierai de faire un petit peu mieux dès demain soir. Et puis, on rappelle encore une fois que dans 10 jours, c'est la draft, c'est le jour J, dans la nuit donc du 28 au 29 avril. À partir, il faudra déterminer l'heure, mais en tout cas, début de la draft à 2h du matin, donc le premier tour, couvert en live vidéo donc par TDA. Et puis, ce sera également le cas des deuxième et troisième tours dans la nuit du 29 au 30 avril. Merci à tous. Merci encore Camille. Très bonne soirée et à demain sur les antennes de TDA. Ciao.